population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Bonsoir. Lorsqu'un médecin avait diagnostiqué récemment à un ami des hélicobactères, nous avions ri d'étonnement, curieux de savoir si les hélicobactères sont exclusivement contractés par ceux qui prennent fréquemment des hélicoptères. Grosse interrogation. Mais notre invité ce soir va nous éclairer tout à l'heure sur la question, autant que d'autres préoccupations d'intérêt médical en bactériologie, notamment la définition de la bactérie et sa force de nuisance dans l'organisme humain, sa source de provenance, à quoi nous exposent souvent ces petites bêtes et comment les combattre préventivement et curativement. Pour nous rassurer, nous recevons ce soir professeur Dissou Afolabi, bactériologiste bien connu, d'ailleurs directeur du centre Lazaret d'Akpakpa. Il est même le chef du service de bactériologie du CNHU HKM de Cotonou. Eh bien, il est déjà dans ce studio, vous l'entendrez dans un instant. Évidemment, nos aimables auditeurs et auditrices de notre station prendront le pouvoir de la parole tout à l'heure. Merci de nous recevoir chez vous. Parole du spécialiste. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, professeur Afolabi Dissou. Bonsoir, monsieur Bewa. Bonsoir à vos auditeurs et auditrices. Ouais. Bienvenue dans ce studio. On est très heureux de vous recevoir. Vous vous présentez très jeune. Absolument. Votre visage est resplendissant de jeunesse. Merci beaucoup. Permettez de le dire. L'apparence peut être trompeuse. Dans tous les cas, nous entrons ici dans les formalités d'usage, les formalités de présentation, à travers votre parcours, bien sûr, à travers vos expériences dans le domaine médical qui est le vôtre. Professeur, c'est à vous. Merci encore une fois, monsieur Bewa. Vous me donnez l'occasion d'échanger avec les auditeurs et auditrices de votre station de radio, la radio Cotonou, que j'ai eu le plaisir de visiter aujourd'hui. Vous me donnez cette occasion pour échanger sur notre spécialité qui n'est pas très connue, parce que nous qui sommes des spécialistes en biologie médicale, nous sommes comme dans l'antichambre. L'antichambre du médecin clinicien qui voit le patient et qui doit lui administrer un traitement. C'est important que je plante le décor pour que les auditeurs puissent comprendre. Quand vous voyez un médecin qui vous pose des questions, il écoute votre histoire, il a une idée sur le diagnostic. C'est ça. Mais il a besoin, parfois, on va dire même souvent, il a besoin de l'aide d'autres spécialistes pour l'aider à poser le diagnostic. Il a besoin, par exemple, d'un radiologue qui va lui permettre d'avoir un examen radiographique, un scanner, une échographie. Mais il a besoin parfois, souvent, très souvent, des examens biologiques. Ces examens biologiques, ça peut être le sang, ça peut être les selles, ça peut être d'autres, ça peut être les crachats. Il a besoin de ces examens-là et c'est l'effort conjugué de tous ces spécialistes qui vont
cet effort qui va lui permettre de poser un diagnostic et de mettre en place un traitement. Et même quand il met le traitement, le suivi de ce traitement, il a besoin de ces autres spécialistes pour l'aider finalement à dire si le traitement marche ou si le traitement ne marche pas et comment ajuster. Et donc nous, dans le domaine de la biologie, notre rôle, c'est d'accompagner les médecins cliniciens afin qu'ils puissent poser correctement le diagnostic et pouvoir traiter efficacement le patient. Quand j'ai dit ça, je vais revenir dans la biologie pour dire que dans la branche de la biologie, il y a encore plusieurs spécialités. Vous avez reçu récemment ma collègue parasitologue qui a échangé avec vous sur les parasites. C'est ça. J'ai l'honneur aujourd'hui de discuter avec vous sur les bactéries. Oui. Et donc moi, ma spécialité, c'est donc la bactériologie, virologie. Les deux sont liés. Et pour faire cette spécialité, d'abord, il faut faire la médecine générale, qui dure 7 ans chez nous. Après, il faut aller faire une spécialisation qui, comme les autres spécialisations, dure 4 ans. Et comme nous, on est universitaire, on doit faire des études de recherche en parallèle. Et donc, on a fait une maîtrise, un master et un PhD et dans le même domaine pour l'approfondir davantage. Donc, sur le plan académique, voilà mon parcours. Sur le plan professionnel, je suis enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, plus précisément à la faculté des sciences de la santé, où j'enseigne la bactériologie, virologie. Et au CNHU, comme vous l'avez dit, je dirige le laboratoire de bactériologie, virologie. Et en même temps, au niveau du centre Lazaret, qui le vrai nom, c'est le Centre national hospitalo-universitaire de pneumophysiologie. Donc, nous nous occupons des maladies pulmonaires et notamment de la tuberculose. Et donc, je suis le responsable de ce centre-là et en même temps le responsable du laboratoire de tuberculose qui est en fait un laboratoire supranational parce que l'OMS a érigé notre laboratoire dans la sous-région pour accompagner les laboratoires des autres pays. Donc voilà en résumé comment je peux me présenter. Merci beaucoup. Expérience pour expérience, professeur. Bon, vous êtes dedans depuis combien d'années? Alors, donc j'ai fini ma spécialité en 2003. Donc ça fait donc 22 ans. 22 ans que j'ai fini la spécialité. Et donc, donc c'est mon métier. C'est ça, absolument. Lazaret, c'est pas le centre qui est vers Cap-FM là-bas? C'est en face de Cap-FM, justement. Absolument. Tout à fait. Alors, professeur, la bactériologie recouvre quoi? Que recouvre cette science médicale? Alors, donc la bactériologie, c'est donc la branche de la médecine là qui va nous permettre de voir les maladies bactériennes, comment est-ce qu'on les diagnostique et comment est-ce qu'on les traite. C'est ça. C'est ça là. Mais un mot sur la bactérie, pour dire la bactérie fait partie des micro-organismes ou des microbes. Quand on dit microbes, c'est comme les micro-organismes. Ce sont des êtres vivants invisibles à l'œil nu qu'on ne peut voir qu'au microscope. Différents types de microscopes. Et dans ces micro-organismes, il y a les champignons microscopiques. Vous avez vu avec ma collègue la dernière fois. Il y a les parasites. Et vous avez vu également avec ma collègue, mais il y a les virus et les bactéries. Les bactéries ont ceci de particulier que les bactéries sont des cellules, mais ce sont des cellules qui n'ont pas besoin d'une autre cellule pour donner des enfants. La bactérie grossit et se coupe en deux. Et donc, vous savez, quand il y a un homme et une femme pour faire des enfants, il y a une union entre les deux. Mais pour les bactéries, on n'a pas besoin de ça. La bactérie grossit et se coupe. Et donc donne des bactéries filles. Ce qui fait donc que, en une nuit, on peut avoir plusieurs bactéries en même temps. Et des milliards de bactéries. C'est ça, c'est dangereux, mais je dois nuancer pour dire qu'il y a de bonnes bactéries. Oui, parce que notre organisme est rempli de bactéries dans le tube digestif, que ce soit de la bouche jusqu'à l'anus. Notre organisme est rempli de bactéries. Et sur la peau, il y a des bactéries. Au niveau de la flore vaginale, nous avons des bactéries qui sont des bactéries utiles
à l'organisme. Ces bactéries qui sont dans la lumière intestinale, par exemple, là, aident pour la digestion. Et lorsqu'on a des problèmes pour ces bactéries-là, eh bien oui, on va avoir des problèmes digestifs. Donc, il faut considérer ces bactéries qu'on appelle, dans notre jargon, on les appelle des bactéries commensales. Ces bactéries commensales sont utiles et donc il faut les respecter. C'est ça. Il n'y a qu'une infime partie de bactéries qui sont pathogènes, mais là alors sont très pathogènes et créent des maladies. Et donc on pourra en discuter plus en avant si vous voulez. Très bien. Alors parce que je m'apprêtais à vous demander la définition, je crois que vous avez passé en revue déjà, vous avez défini un peu ce que c'est qu'une batterie, n'est-ce pas? Alors d'où viennent les batteries pour venir créer des problèmes, créer la zizanie dans l'organisme des gens? Alors je crois que vous avez insinué un peu cela, vous allez nous repréciser d'où viennent ces batteries et quelles sont les sortes de dégâts flagrants que les batteries causent dans notre ventre, par exemple. Si je prends le cas du ventre, parce que vous savez, il y a ailleurs où on rencontre les batteries, il y a ailleurs sur notre corps, je veux dire. Alors, vous pouvez nous dire un peu, brièvement, quels dégâts, et quelles maladies, vous pouvez citer une ou deux ou trois maladies, parce que je sais qu'il y en a, parce que quand quelqu'un est malade ou a mal au ventre, et qu'il va en consultation et tout, on va faire analyse et tout, et on détecte qu'il y a ça et ça. Alors, quelles sont les maladies dont on peut souffrir? Ah oui, il y a beaucoup de maladies dont on peut souffrir. Je vais peut-être donner l'exemple des maladies qui sont plus connues. La tuberculose, par exemple, c'est une bactérie qui donne ça. C'est une bactérie qui donne la tuberculose. Les infections urinaires, ce sont des bactéries qui donnent le tétanos. On connaît, c'est une bactérie qui donne ça. La gonococcie. C'est ça. Ou qu'on appelle dans un langage trivial chaude pisse, c'est une bactérie qui donne ça. Et donc on a beaucoup de pathologies qui sont dues aux bactéries. C'est ça. Et donc même si c'est une infime partie parmi l'ensemble des bactéries qui sont pathogènes, qui donnent des maladies, ces bactéries peuvent donner des maladies graves. C'est ça. Ça peut partir du simple bouton, mais au coma. C'est-à-dire à une méningite ou l'inflammation. Il y a une membrane qui enveloppe le cerveau et des bactéries peuvent attaquer ça. Cette membrane est attaquée par ces bactéries-là. La personne rentre dans le coma et si le traitement n'est pas énergique et efficace, la personne peut décéder. Donc, les bactéries peuvent causer des dégâts, et des dégâts énormes qui sont variables selon la bactérie et selon l'état de l'individu qui a contracté ces maladies-là. Alors, quand vous dites ça, cela me fait venir de l'eau à la bouche pour vous demander tout simplement comment on peut les combattre, comment on peut prévenir. Parce qu'il faut quand même prévenir. Il faut prévenir. Alors, il faut prévenir, bien entendu, et la prévention passe par plusieurs volets. Le premier volet, c'est le volet de l'hygiène. C'est ça. Parce que beaucoup de ces maladies sont dues à ce que nous appelons l'hygiène. La transmission est féco-orale. On les appelle maladies des mains sales. C'est ça. Les mains sales. Et lorsque le niveau d'hygiène augmente dans un pays, on voit que l'ampleur de ces maladies-là diminue. Et donc, vraiment, si nous faisons des efforts sur l'hygiène, nous allons diminuer sensiblement l'ampleur de ces maladies-là dans la communauté. Premier niveau. C'est ça. Le deuxième niveau, c'est la vaccination. Heureusement, beaucoup de ces maladies bactériennes peuvent être prévenues par la vaccination. Ah oui? Ah oui, et nous avons beaucoup de vaccins qui sont dans le programme élargi de vaccination. Je peux citer la diphtérie, c'est une bactérie qui donne ça, la coqueluche, le tétanos. Maintenant, récemment, il y a le pneumocoque, l'hémophilus. Donc, il y a plusieurs vaccins qui sont dans le programme élargi de vaccination
et qui sont des vaccins qui sont là pour combattre les maladies bactériennes. Et lorsque on suit rigoureusement ce programme, on va diminuer, notamment chez les enfants, de façon sensible l'impact de ces maladies-là chez les individus. Donc, il y a la vaccination. Il faut qu'on se vaccine. Et puis après, quand on a fait tout ça et que la maladie survient, il ne faut pas tarder à aller à l'hôpital pour que la maladie soit prise en charge tôt et efficacement. C'est ça. Alors, dans tout ça, oui, il y a une petite bête qui embête, si je peux me répéter comme ça, tout le monde. Enfin, tout le monde, c'est peut-être trop dit. Il y a quelque chose qu'on appelle hélicobactère. Vous savez à peu près de quoi je parle. Vous allez donner des précisions tout à l'heure parce que je sache que parfois quand vous allez, moi ça m'est arrivé de toute façon, quand vous allez chez l'hépato-gastro-entérologue, par exemple, qui vous consulte et tout, et on va faire des analyses et tout, on diagnostique, par exemple, hélicobactère. Il faut qu'on aille voir. On vous envoie à Kpakpa. Par exemple, je crois qu'ils ont les appareils là pour détecter, je crois, test à l'urée. C'est ça, hein? C'est ça. Et puis, bon, vous soufflez dedans, et bon. Et on voit quel est le niveau d'hélicobactère. Voilà, et tout ça. Et puis, on amène le résultat au médecin. Là-bas. Bon, il y a bien sûr la thérapie qui suit. Et puis après, vous allez au contrôle pour voir et vous constatez que ça a descendu. Hélicobactère. Je crois que beaucoup de gens savent le désastre que souvent ça fait. Alors, qu'est-ce que vous nous en dites? Hélicobactère, contrairement à ce que ça semble, on pense. On peut penser. On peut penser que c'est rien du tout. Non, pas du tout. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas lié à ceux qui prennent des hélicoptères. Ce n'est pas lié à ça. Oui, mais c'est lié. Pour rire, hein? Oui, non, mais ça fait vraiment rire. On pourrait penser, puisque oui, ça ressemble à ça, mais en réalité, c'est parce que c'est la forme particulière de la bactérie. Lorsqu'on regarde la bactérie au microscope, qui a une forme, on dit hélicoïdale, comme une hélice. Une forme spiralée. C'est ça qui a donné le nom à la bactérie. Et c'est pour ça qu'on appelle hélicobactère. Et pylori, pour dire, c'est au niveau de l'intestin. Bon. Qu'est-ce qu'il faut dire sur hélicobactère pylori? C'est une maladie, c'est une bactérie particulière. Et ça, ceux qui ont découvert ça ont eu le prix Nobel de médecine. Oui, parce que mais on ne s'attendait pas à trouver des bactéries au niveau de l'estomac. Parce que le pH de l'estomac est un pH très acide. Et on ne s'imaginait pas alors que des bactéries puissent survivre dans cet environnement-là. Et quand ils ont trouvé, tous les chercheurs de l'époque avaient dit non, ils racontent des histoires, ce n'est pas des bactéries, aucune bactérie ne peut vivre dans un environnement pareil. C'est plus tard que ça a été confirmé. Et ça a été confirmé pour dire que la première particularité de cette bactérie, c'est une bactérie qui survit dans un environnement hostile comme ça. Deuxième particularité, c'est la première bactérie qu'on a découverte et qui donc est responsable d'un cancer. Cette bactérie, lorsqu'on a une infection à Helicobacter pylori, dans 1% des cas, ces patients qui hébergent cette bactérie, qui ont des signes et qui ont un ulcère et qui ne se traitent pas, peuvent avoir à terme un cancer de l'estomac. Donc c'est sérieux. Ce qui veut dire donc que dès lors qu'on a ça et qu'on a des signes, il faut aller, comme vous l'avez dit, chez le gastro-entérologue pour qu'il puisse voir les lésions, pour voir si ces lésions-là sont encore en phase d'ulcère. L'ulcère, c'est comme une plaie au niveau de la paroi de l'estomac. Et donc, les gastro-entérologues vont mettre un tube avec une lumière dessus pour aller voir dans l'estomac. On appelle ça fibroscopie. Et lorsqu'ils trouvent la plaie, ils vont faire un prélèvement au niveau de la plaie et envoyer au laboratoire. Et au laboratoire, on va essayer de voir s'il s'agit effectivement d'Helicobacter pylori et quel est le médicament qui va marcher dessus. Ça, c'est l'un des rôles importants du laboratoire de bactériologie pour aider le clinicien à savoir quel est le traitement approprié qu'il faut mettre sur la bactérie identifiée. Parce qu'il ne suffit pas d'identifier la bactérie pour savoir
à quel antibiotique il va être sensible. Donc, c'est important d'avoir, et le laboratoire aide à cela. Donc, Helicobacter pylori, oui, c'est une maladie, c'est une bactérie qu'on peut contracter là également à défaut d'hygiène. Toujours d'hygiène. C'est pour ça que lorsque on va régler les problèmes d'hygiène, les problèmes d'éducation, et puis l'hygiène, tout ça est lié. Hein. Lorsqu'on va régler ça, on va régler pas mal de problèmes de santé. C'est ça. Donc voilà ce que je peux vous dire brièvement. Oui, bien sûr. Non, je crois que vous en avez dit quand même. Et donc pour guérir, ça c'est les médecins qui font leurs ordonnances et tout, qui indiquent la voie à suivre. Oui, pour guérir, donc il va avoir un traitement. Et tel traitement va associer des antibiotiques, parce qu'il faut des antibiotiques pour éradiquer Helicobacter pylori, et d'autres traitements adjuvants que le gastro-entérologue saura choisir pour pouvoir traiter efficacement le patient. Alors si je suis tenté de vous demander quel conseil, avant d'ouvrir la ligne aux auditeurs, donc en gros, face à la bactérie et ses nuisances, puisque c'est le thème pratiquement de cette émission, et il faut faire de la prévention pour ne pas en arriver là. Et je crois le point d'orgue de cette prévention, c'est l'hygiène. Absolument. L'hygiène à tous égards. C'est ça. Essentiellement quoi? Est-ce que ça passe par le manger, le boire? Il y a des trucs qu'il ne faut pas manger. Et bon, parce que quand vous parlez d'estomac, parce que c'est dans la zone, dans la région de l'estomac que tout se passe. Alors, il y a des choses... Alors, l'hygiène dont on parle, ça va prendre en compte les différentes voies de transmission des bactéries. La première voie, l'une des voies, il n'y a pas d'hiérarchie dans les voies, il y a la voie digestive dont vous parlez. Donc, c'est vraiment la maladie des mains sales. Il faut se laver les mains, il faut manger des produits qui ne sont pas contaminés, ou alors les laver correctement. Il faut boire de l'eau potable. Ça, c'est l'hygiène pour ce qui est la transmission par voie digestive. Mais il y a la transmission par voie aérienne également. Oui, la tuberculose, par exemple, c'est par voie aérienne. Quand quelqu'un tousse ou éternue, il émet dans l'atmosphère des fines gouttelettes que l'autre va inhaler. Donc, il y a également l'hygiène de la toux. Quand on tousse, il faut se couvrir la bouche ou bien tousser dans le creux du coude pour ne pas mettre dans l'atmosphère à la personne qui est à côté de soi, pour lui transmettre sa maladie. Ça, c'est l'hygiène respiratoire. Il y a l'hygiène sexuelle. Je vous ai parlé de la maladie qu'on appelle gonocoxie. Ça se transmet par le sexe. Il y a une autre maladie qu'on appelle la syphilis. Ce sont des bactéries qui donnent ces maladies-là. Et là également, il faut se protéger. Si on ne peut pas s'abstenir, il faut se protéger. Donc, c'est cette hygiène à ces différents niveaux-là. Quand on a parlé de l'hygiène, il faut parler de la vaccination. La vaccination est une arme très efficace que nous avons pour lutter contre beaucoup de maladies, notamment les maladies bactériennes. Et il y a des vaccins qui sont disponibles et qui sont dans le programme élargi de vaccination, c'est-à-dire qui sont gratuits, notamment pour les enfants. Et donc, ces vaccins qui sont gratuits, il faut les faire aux enfants. Et en le faisant, on va diminuer de façon substantielle l'ampleur de ces maladies-là dans la communauté. Quand on a fait tout ça et que finalement la maladie arrive, il ne faut pas tarder à aller à l'hôpital. Et pour ne pas vous prendre au mot, professeur Afolabi, parlant de vaccins, donc je veux le dire avant qu'on ouvre la ligne aux auditeurs, mais moi je constate que c'est aux enfants pratiquement seulement qu'on fait la part belle. C'est-à-dire, quand on parle de vaccin, on pense aux enfants. Vous voyez un peu ce que je dis. Mais qu'est-ce qui est fait pour les grandes personnes, c'est-à-dire les adultes, par exemple? Est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous invitez les adultes à venir se faire vacciner? Moi, je ne constate pas grand-chose, excusez du peu. C'est-à-dire, les enfants, on sait que quand un bébé est né, il y a des vaccins. Quand il a tel âge, il y a vaccin. Bon, maintenant,
les personnes adultes, par exemple, est-ce qu'il y a quand même des actions qui sont menées pour les exciter, je veux dire, les inciter à venir se faire vacciner pour se protéger contre les dégâts causés par les batteries? Ça, c'est important, parce que si vous ne faites pas encore des actions dans ce sens-là, il faudra y penser. Vous avez tout à fait raison. Il y a une sagesse d'un pays de l'Afrique de l'Est que je n'ai pas en tête qui dit que l'avenir de la forêt, ce sont les jeunes pousses, oui, c'est ça. Pas les arbres qui sont grands. Très bien. Ça, c'est l'avenir de la forêt. Absolument. Et donc, ce qui fait donc en termes de priorité, les États, c'est ça. Avec les États de nos pays ont beaucoup de problèmes, mais peu de moyens. C'est ça. Et donc, sont obligés de prioriser. Les enfants. Et en termes de priorité, pour l'instant en tout cas, c'est les enfants. Cela ne veut pas dire que les adultes sont négligés. C'est ça. Chaque fois que l'occasion se présente, on n'hésite pas à sensibiliser les adultes. Surtout si c'est les adultes qui ont des tares particulières. Quelqu'un qui a la drépanocytose, quelqu'un qui a le VIH-Sida. Ces adultes sont pris en charge. Quelqu'un qui a la tuberculose. Ces adultes sont pris en charge au même titre que les enfants. Le traitement de la tuberculose, par exemple, c'est gratuit. Et le traitement du VIH-Sida, c'est gratuit. Alors que pour beaucoup, la majorité de ces patients sont des adultes. Donc, c'est dire que les adultes ne sont pas complètement négligés. C'est ça. Mais on est obligé de cibler. Mais indépendamment de ça, les émissions que vous faites là participent à sensibiliser la population. Absolument. Et c'est pour ça que moi, je vous encourage à continuer dans ce sens-là. Merci, professeur Dissou Afolabi. On va donc tenter de nous connecter avec les auditeurs qui vont exprimer leurs préoccupations. Préoccupations des auditeurs. Bonsoir, comment ça va? Je présume que le premier auditeur est là. Ah oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Papa Yafa. Oui, mais je m'en doutais. Oui, oui, bien sûr. Oui. Bravo à vous tous. Ah bon? Toi, tout le monde. Parce que ceux qui s'intéressent ne ratent jamais le rendez-vous. Et lorsqu'au rendez-vous, on trouve un bon repas, oui. on est content. Donc moi, je suis toujours très content. Félicitations. Merci beaucoup. Bon, je ne vais pas réitérer mon habitude. Tous les gens facilitent la communication. Je n'hésite pas qu'on connaisse mon numéro d'auditeur. Oui. Mais au moins le numéro de l'invité. Ah oui, numéro invité, voilà. En fin de... Il va nous donner ça en fin d'émission. Merci bien. Je voudrais souhaiter que ce soit au début. Là, il n'y aura pas d'oubli. Oui, bien sûr. Il n'y aura pas de appeler après l'émission, on appelle et on n'a rien. Oui, bien sûr. Mais c'est que il faut que je vous dise, hein, Papa Yafa, que la règle, en réalité, c'est que ce soit fait hors antenne. Et que ce soit en cabine. Oui, non. Oui, calmez-vous. Calmez-vous, ça va. Comment? J'ai cherché le numéro de quelqu'un pendant plus de 3 ans. Bon, je crois que on va gérer ça. Ok, Papa Yafa? Merci bien. Non, moi, allô? J'aime bien aussi parler de nos traditions. Oui, bien sûr. Est-ce que nos amis modernes là, s'en occupent? Est-ce qu'ils ont intégré ça? Ok. Il va répondre tout à l'heure, Papa Yafa. Allez, merci d'avoir appelé. Hein. Ouais. Allô, bonsoir, deuxième auditeur. Bonsoir, monsieur Bera. Oui, comment allez-vous, mon cher ami? Je vais bien, merci, et vous? Oui, ça va.
Je salue votre invité. Hein. Ah bon, il a entendu. Ok. Et j'entends souvent parler d'une maladie qu'on appelle la maladie de Crohn. Mais vous vous êtes pas présenté là. Ah, pardon. Je suis Benoît Falongo. Ah, Benoît Falongo. Bon, fait. Oui, toutes mes excuses. Moi, je connais, mais l'invité ne connaît pas encore. Ok. Donc, je voudrais, j'ai une préoccupation là. Oui. J'entends souvent parler d'une maladie qu'on appelle la maladie de Crohn qui se manifeste au niveau des intestins et estomac. C'est ça. Je ne sais pas comment ça se passe avec cette maladie. Je voudrais avoir un peu de précision sur cette maladie-là. Si c'est encore différent du cancer de l'estomac. Et Crohn, vous avez dit? Crohn, oui. D'accord. La maladie de Crohn. Bon, il va répondre tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est l'inflammation. Hein. Je ne sais pas si je le dis bien, je ne sais pas si je prononce bien. C'est ça. Parce que je ne suis pas du domaine. D'accord. Je voudrais qu'elle m'édifie. D'accord, très bien. Merci. Merci beaucoup. Oui, ça se poursuit. Troisième auditeur. Et voici un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Bonsoir, bien. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, ça va. Je suis Sylvain Paliquet. Pardon? Je suis Sylvain Paliquet. Oui, ok, très bien. Merci. D'accord. Sylvain Paliquet. Oui, il a entendu. D'accord. Je voudrais demander au docteur si les maladies causées par la bactérie sont des maladies contagieuses. Si ce sont des maladies contagieuses, c'est ça? Voilà. Ok, c'est bien entendu. Merci. Carrefour Santé. Radio Cotonou. Tous les mardis, à partir de 20h. Rediffusion, samedi, à 11h. Et voici un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur René Bewa. Bonsoir, madame. Oui, c'est Madame Chabirou Kaya. Ah, madame Chabirou Kaya. Oui. Ok. C'est pour dire bonsoir à notre docteur. Ah oui, il en... Je lui dis merci beaucoup. Oui. Je l'ai écouté dès le début que vous avez commencé l'émission. Ah oui. Et à tous mes enfants qui sont à la maison, je suis tellement contente. Ah oui. Ils se sont écoutés ça, me regarder. Celui-ci écoutait mes regards. J'ai dit écoutez bien. Vraiment merci à elle. Ok, très bien. Et je lui souhaite d'aller plus en avant. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, madame Chabi. On va donc être obligé de redonner le pouvoir de la parole au professeur Dissou Afolabi. Professeur, c'est à vous. Merci beaucoup. Je remercie les éditeurs qui ont pris la peine d'écouter l'émission et de nous poser des questions. Je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse aux préoccupations. Okay. Le premier auditeur, Tata Yafa, est-ce que j'ai bien... Non, en fait, non, c'est pas Tata. Hein. C'est quoi? C'est un homme. Ah, c'est un homme. Papa. Après papa. Papa Yafa, Yahweh. Ah, oui. Oui, c'est son nom de famille. Ok, non, monsieur, merci beaucoup, monsieur Bewa. Donc, ce premier auditeur qui a demandé si nous, on s'occupe de la tradition.
Et je ne sais pas exactement de quoi il veut parler en parlant de tradition, parce que la tradition est vaste. C'est ça. Et dans la tradition, on peut avoir tout ce qui est spirituel. Oui, exactement, je crois que c'est ça. Et puis, il y a également, dans notre tradition, il y a également des plantes médicinales qui sont utilisées. Oui, et donc, il y a la tradition spirituelle, il y a la tradition, on va dire, médicamenteuse. Oui. Au niveau de la tradition spirituelle, ça, c'est du ressort individuel. C'est ça. Chacun qui croit ou qui ne croit pas à telle personne, à telle chose, ça, c'est du ressort individuel. Ce n'est pas de la science, et donc, je n'aimerais pas intervenir sur cet aspect-là. Sur les aspects médicamenteux, il y a les traditions médicamenteuses, il y a encore toujours des médicaments traditionnels, des tisanes que les gens prennent. Il faut dire qu'on n'a pas toujours fait la preuve de l'efficacité de ces tisanes-là sur les différentes maladies. Cela dit, il y a des tisanes, il y a des substances médicamenteuses. La plupart de nos médicaments modernes ont tiré leur principe actif des différentes feuilles, etc., des écorces de feuilles, d'arbres et tout ça. Et ce qui fait donc qu'on ne peut pas négliger cet aspect-là. Ce qui fait donc qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a un programme qui s'occupe de la pharmacopée traditionnelle. Et ce programme est là pour valoriser nos connaissances endogènes par rapport aux médicaments, on va dire, traditionnels. Personnellement, ce n'est pas ma spécialité et je ne peux parler de ce que je maîtrise. Et par rapport à ça, je ne suis pas en capacité de vous dire exactement comment ça se passe, mais je sais que ça existe. Très bien compris. Merci beaucoup. On passe au deuxième auditeur. Le deuxième auditeur, j'espère que je ne vais pas encore écorcher le nom, c'est Benoît Fadongo. Oui, exactement. Okay. Monsieur Fadongo a demandé maladie de Crohn. Maladie de Crohn, c'est qu'il y a une maladie inflammatoire chronique de l'intestin et il veut savoir si c'est différent du cancer. Ce n'est pas le cancer, c'est une autre maladie. Et qu'il y a une maladie chronique, c'est-à-dire que c'est une maladie, quand on dit maladie chronique, c'est une maladie qui ne va pas guérir en quelques jours. Ça peut faire des mois, des années. Et donc, et qui nécessite donc un suivi rapproché. Et notamment du spécialiste qui est l'hépato-gastro-entérologue. Donc, si monsieur Fadongo a entendu parler de ça, si a besoin de plus de précision, je l'invite vraiment à contacter le gastro-entérologue qui s'occupe du patient pour avoir toutes les précisions. Parce que une maladie, c'est un nom, mais chaque malade est unique. Il ne suffit pas de dire ce malade-là, il a cette maladie pour considérer tous les malades pareils. Il y a monsieur Sylvain Fadikbe qui a demandé si la maladie bactérienne peut être contagieuse. Oui, et l'exemple type, c'est la tuberculose. La tuberculose qui est une maladie hautement contagieuse. Celui qui a la maladie, à partir du moment où il tousse, il éternue, il parle, il chante, il crie, à partir de ce moment, il émet dans l'atmosphère des fines gouttelettes invisibles à l'œil nu, mais qui contiennent la bactérie responsable de la tuberculose qu'on appelle le bacille de Koch. Et celui qui est en face de lui, qui va inhaler cette bactérie, peut développer plus tard la tuberculose. Donc, oui, toutes les maladies bactériennes ne sont pas contagieuses, mais il y en a qui sont contagieuses. C'est cela. Oui, la dernière auditrice, c'était des remerciements. Je n'ai pas noté une question particulière. Oui, Dame Chabi Roukaya. Oui. Je n'ai pas noté. Donc, je la remercie pour ce mot bienveillant à notre endroit. Merci beaucoup. Très bien, professeur. Voilà, merci infiniment. Je crois qu'on va écouter de la musique légère pour quelques secondes. Et puis, on va ouvrir la deuxième série des auditeurs. Bonsoir. Ah, bien sûr, un intermède musical.
attendant, bien entendu, l'intervention de nos aimables auditeurs, alors que le compte à rebours a commencé pour le terme de cette émission, voici un autre auditeur qui appelle tout de suite. Allô? Oui, bonsoir, Ben. Comment ça va, madame? Ça va bien. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Oui, c'est Dame Lucie. Ah, Dame Lucie. Oui. Et Lucie? Daoui. Daoui, voilà, très bien. Merci beaucoup. Oui. Professeur, merci beaucoup pour les éclaircissements. On Oui. a pris vraiment bonne note. Voilà, je crois Je qu'il vous remercie sincèrement. oui, il a reçu de la tête. Oui. Merci beaucoup. C'était tout, hein? Voilà. Très bien, Dame Lucie. Merci beaucoup à vous. Voici un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Dor. Oh, oui. Benoît Farombo. Ah, Benoît Farombo qui revient. Oui, je voudrais remercier le professeur Oui, pour l'explication donnée à ma question. c'est cela. Et je voudrais lui demander, sur le corps humain, Oui. parce que j'entends souvent dire que les bactéries se développent plus dans la bouche qu'ailleurs, sur le corps humain. Est-ce que c'est vrai? C'est cela. Je voudrais savoir. Il va répondre tout à l'heure. Merci. Un autre auditeur au bout du fil. Eh bien, la bactériologie n'est pas une matière médicale très connue. Et pourtant, eh bien, la bactérie, eh bien, ça fait des dégâts. On n'a pas idée. C'est ce qui explique que nos auditeurs se font un peu rares, à moins de leur rappeler les numéros de téléphone. Eh bien, les hommes savent qu'ils appellent au 50 52 52 73, le 01 68 87 67 00. Je dis bien 01 68 87 67 00. Et pour les hommes, je viens de vous le dire, le 01 50 52 52 73. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Oui. C'est pour participer à l'émission. Oui, allez-y, madame. Oui, bonsoir, c'est Madame A à l'appareil. Madame A. Oui. Ah, Madame A pour rien. D'accord. On a compris. Allez-y, Madame A. Oui, je remercie aussi le professeur. Oui. Et je voudrais poser une question. Quels sont les symptômes, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut amener une personne à aller consulter pour une infection bactérienne digestive, par exemple? Très bien, très bien. Je crois qu'il a entendu. Il va vous répondre tout à l'heure, madame. Merci beaucoup. Ok. Et voilà. Je crois qu'on va fermer le banc. Professeur Afolabi, c'est à vous. Merci beaucoup. Monsieur Fadon a demandé si sur le corps humain, est-ce qu'il y a des bactéries, qu'il a entendu que les bactéries se développent plus dans la bouche. Je vais nuancer. Je vais nuancer et comme je l'ai dit au début de l'émission, je voudrais repréciser qu'il y a des bactéries qui sont utiles au fonctionnement de l'organisme. C'est cela. Ces bactéries, on les appelle dans notre jargon des bactéries commensales. Parce que ces bactéries vivent en symbiose avec les cellules humaines et sont même utiles au bon fonctionnement de l'organisme. Ces bactéries, on va les trouver au niveau du tube digestif, de la bouche à l'anus. Il y a des bactéries qui sont là. On va les trouver sur la peau. On va les trouver au niveau de la flore vaginale par exemple. Donc ces bactéries sont utiles et donc
il n'est pas question de lutter contre ces bactéries-là, parce que ce sont des bactéries dont nous avons besoin pour le bon fonctionnement. C'est pour ça, pour donner l'exemple de l'appareil génital, de la flore vaginale, par exemple, on dit que généralement que le vagin se nettoie tout seul. On n'a pas besoin qu'on envoie à l'intérieur des antiseptiques, différents produits. En envoyant ces produits-là dans le vagin, on déséquilibre cette flore-là. Et c'est à ce moment-là que les problèmes vont apparaître. Donc, ces bactéries n'ont pas besoin d'être détruites, parce que ces bactéries, nous en avons besoin. Dans la bouche également, c'est ça. Dans la bouche, c'est ça. Ben oui, il faut bien se nettoyer la bouche, mais il n'est pas question d'utiliser des antiseptiques agressifs tout le temps, parce que sinon, on va déséquilibrer la flore, et c'est à ce moment-là qu'on va créer des problèmes. Donc, pour résumer, oui, il y a des bactéries qui sont à différentes parties de l'organisme, et ces bactéries sont utiles. En revanche, il y a des bactéries, même si c'est très peu de bactéries, qui sont des bactéries pathogènes. Et ces bactéries, lorsqu'on les trouve, il faut pouvoir les éradiquer. Très bien. Il y a Madame A qui a demandé les symptômes pour une infection digestive. Les infections digestives, en général, vont se manifester par des signes digestifs. Et les signes digestifs sont des signes, on va dire de haut appareil, c'est-à-dire des vomissements, ou surtout des signes du bas appareil digestif. Ça va être surtout la diarrhée. On peut avoir des constipations, mais dans les infections digestives bactériennes, on va surtout avoir la diarrhée. Les diarrhées qui peuvent avoir plusieurs caractéristiques. On peut avoir des diarrhées où on a de la glaise, c'est comme la morve, ou du sang dedans. On parle de dysenterie. Ou alors, dans le cas d'un choléra, par exemple, la diarrhée, c'est une diarrhée massive où l'individu peut faire une cinquantaine de selles par jour, et à la fin, les selles, c'est comme de l'eau. On dit que ça a l'aspect eau de riz. Donc, en termes de symptômes digestifs, on va retenir que pour la plupart, on va avoir des diarrhées qui peuvent être liquidiennes ou bien gléro-sanguinolentes. Pour Madame A. Et puis aussi pour les autres. Et oui, c'est ça. Voilà, on va donc récapituler, mais en termes de récapitulation, ce n'est pas forcément ça, mais on va donner un ou deux conseils, je voulais dire, tout simplement. Est-ce que vous pouvez, en une minute, donner des conseils généraux? Je suis sûr que vous parlerez de l'hygiène encore. Oui, et je crois qu'on ne doit pas se lasser de parler d'hygiène. C'est ça. Mais au-delà de l'hygiène, moi, je vais parler de l'éducation. C'est ça. Je crois que lorsque le niveau d'une population augmente au niveau de l'éducation, et de l'éducation surtout des filles, c'est ça. Puisque ce sont, c'est tout le monde qui éduque les enfants, mais les mères, encore plus. C'est ça. Quand on élève le niveau d'éducation au niveau des mères, des filles, on règle beaucoup de problèmes de santé, notamment le problème d'hygiène. C'est ça. C'est compliqué de ne pas... quand on a quelqu'un qui a fait des études universitaires, les éléments basiques, il connaît au niveau de l'hygiène. Donc, moi, je voudrais vraiment insister sur l'éducation. C'est ça. L'éducation à la base. C'est-à-dire éducation, hygiène... Éducation, oui, c'est ça. Etc. Et donc, mais quand on a bien éduqué les gens, on ne va pas faire beaucoup d'efforts pour leur dire c'est important de vacciner les enfants. Là encore, éducation. Là encore, éducation. Et donc, moi, je pense que en termes de priorité, on fait beaucoup d'efforts, mais on doit encore faire davantage d'efforts sur l'éducation. Parce que lorsqu'on aura, régler le problème de l'éducation, on aura réglé beaucoup de problèmes de santé. Professeur, vous êtes formidable. Ah oui, vous êtes dans votre domaine, vous êtes plein, vous êtes dense. Merci beaucoup. Professeur Folavi. Vous me faites rougir là, monsieur Béat. Les bactéries et leurs nuisances dans l'organisme humain. C'était bien entendu le thème de cette émission que je vous remercie d'avoir écouté et suivi. Sur la technique, j'avais eu le bonheur
de rencontrer Ghislain Agbangba. Prise de vue, Job Tipé. En direct avec vous au microphone, votre fidèle serviteur, René Bewa. Je remercie professeur Dissou Afolabi pour sa présence ici. C'est sûr que nous allons vous rappeler à nouveau. Et je sais, nous avons déjà passé le contrat en coulisses, là. Vous viendrez nous parler de la virologie, les virus, le sida. Tout ça, c'est votre domaine. Merci infiniment d'être venu. Dieu vous bénisse et passez une excellente nuit. À vous aussi, aimables auditeurs, Dieu vous protège. Bye bye. Et je rappelle que la rediffusion de cette émission est prévue pour samedi prochain à partir de 11h. Merci, bonne soirée. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.